Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va se pencher sur Ouvert la nuit, de Édouard Baird, avec Édouard Baird, Sabrina Ouazani et Audrey Tautou. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs de choc. Virginie Adam, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Herveau. Salut. Luigi, joué par Édouard Baird, a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit seulement pour trouver un singe capable de monter sur les planches et récupérer l'estime de son metteur en scène japonais. Et puis finalement, convaincre tout le monde de son génie, son théâtre, et aussi convaincre la petite stagiaire qui l'accompagne dans sa longue traversée de Paris qui va durer une nuit entière. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur ? Bah ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime ? À part toi. Alors Virginie, est-ce que Édouard Baird, homme de radio, homme de cinéma, homme de théâtre, est-ce que c'est ta cam ? Et est-ce que, surtout, ce film, est-ce que c'est ta cam ? Eh bien, de toute façon, oui, ce film, c'est franchement du Édouard Baird porn un petit peu. Hein. C'est vraiment, il fait du Édouard Baird du début à la fin pendant 1h30. Donc, si on est un peu un habitué de la grande famille de Canal+, de Radio Nova, de même en 2000, oui, effectivement, la Bostella, etc. On est content de revoir Édouard Baird. De le retrouver un petit peu dans son registre. Et en même temps, c'est quand même vraiment c'est assez touchant parce que le film a un petit côté plaidoyer pour ce qu'il est en fait. Pour oui, je suis Édouard Baird, je suis un peu ce personnage un peu bohème, un peu qui me laisse vivre, qui a un rapport aux gens assez désinvolte. Donc ça fait de moi des fois un petit peu un connard, mais faut m'aimer quand même. Il y a un petit côté comme ça dans le film qui le rend finalement assez tendre et assez touchant. Il est clairement mégalo, on est bien d'accord. C'est 100% mégalo. Tu parles du personnage ou d'Édouard Baird ? Bah c'est ça le problème. Alex, ouais. Quel est ton avis là-dessus ? Moi, je permettrais pas de le traiter de mégalo Édouard Baird, même si je pense qu'avec la carrière qu'il a, tu vois, on parlait à l'instant de son retour à Nova, il y avait eu une micro-polémique il y a quelques mois quand il avait assez maltraité une journaliste, je crois, du Monde qui était venue sur le plateau. Alors il pouvait être juste mal réveillé, mal luné ce jour-là, mais je pense que c'est quelqu'un qui, malgré son côté improvisateur de génie, etc., il aime bien quand même, je pense, assez contrôler tout ce qu'il fait, ce qui est normal. Et sur le film en lui-même, Ouvert la nuit, tu penses vraiment qu'il n'y a pas de passage impro dans ce film ? Ah si, bien sûr, ouais. si, mais on en parlait d'ailleurs, je pense. Mais sur le quand je dis qu'il aime bien avoir le contrôle, c'est pas tant sur les dialogues, les répliques à la virgule près, c'est plus sur cette image-là qu'il a. On en parlait de bohème, de trublion qui se laisse porter, etc. Je pense que c'est pas forcément. Je pense qu'au-delà de cette image-là, comme certains moments un peu plus graves dans le film peuvent le montrer, il en a parlé dans certaines interviews. Enfin, il a un petit fond un peu dépressif, quoi, comme tous les comiques qui cachent un potentiel mal-être derrière la vanne, derrière l'emphase perpétuelle, etc. Et donc sur le film Ouvert la nuit, j'aime assez ce genre de film-là qui consiste en fait à dérouler une histoire qui se termine en une nuit, hein, comme son titre l'indique. Enfin, son titre le laisse penser en tout cas. Donc le film se passe vraiment dans une unité de temps à Paris en 24 heures pratiquement. C'est quelque chose qui est souvent plus parfois tenté par le polar. En tout cas en France, moi j'ai plus souvent souvenir de films comme ça, d'action policier qui se déroulent à Paris la nuit. Ou le fameux film de guerre, où le mec qui traverse tout Paris pendant la guerre. Quoi. Ah, il paraît qu'il y a un film qui s'appelle La traversée de Paris. Ouais, maintenant que vous me le dites. Et j'ai eu peur au début, pour être franc, quand le film commence dans le théâtre, avec l'introduction de tous les personnages à la suite, les dialogues entre le personnage d'Édouard Baird et celui d'Audrey Tautou, qui voilà s'enchaînent pour un peu qu'on comprenne qui est qui et qui fait quoi. J'ai eu très peur au début du côté film pour bobos théâtreux parisien, quand ça commence à parler d'heure d'intermittence, de droit à GSA, etc. Je me suis dit, oh là là, bon, c'est bon, quoi. Et en fait, c'est tout ça n'est qu'un prétexte, tout comme la Bostella se passait dans l'univers de la télévision, mais finalement ça partait vers quelque chose de plus absurde après. Là, le fait que ça se passe dans un milieu où ils ont besoin d'avoir des accessoires, en l'occurrence un singe, un accessoire vivant, c'est juste ça pourrait se passer dans un univers complètement différent, autre que celui du théâtre. Donc c'est pas du tout pour ceux que ça pourrait rebuter un film, voilà, pour amateurs de spectacle, qui connaît toutes les petites références qu'il faut sur ce monde-là. Ça permet juste d'avoir une galerie de
personnages complètement folles, de Michel Galabru dans son propre rôle et le dernier, à toute la galerie de techniciens qui sont quasiment tous joués par la bande Aber en fait. Vas-y, je t'en prie, Virginie. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais aussi. En fait, la peur d'avoir cette présentation du monde de théâtreux, etc., quand on n'est pas dedans, c'est en plus, au départ, un petit peu renforcé par le personnage de Sabrina Ouazani, où on se dit, bon, c'est la petite meuf de Sciences Po qui est là, mais c'est légal de faire ça, etc. Et ça fait un petit peu peur au début. Et en fait, après, le tandem qui se met en place est vraiment super efficace, où on voit qu'en fait, elle est là, dans ce rôle-là, pour faire un pendant à ce personnage très, très bohème, avoir une espèce d'image de la fille très guindée, psychorigide, ce qui est servi en plus par le costume qu'elle a de serveuse de café, et donc en fait on voit qu'effectivement très rapidement il dévie vers autre chose de plus général, ou enfin en tout cas moins de spécifique au monde du théâtre, effectivement. Ouais, c'est le personnage qui est le plus posé de tout le film, mais sans être non plus complètement dans la froideur ou quoi que ce soit, hein. C'est quand même quelqu'un qui rit, et il y a je pense qu'on peut pas vraiment parler de spoiler, mais dans sa relation avec le personnage de Luigi d'Edouard Baird, il y a quand même ce que j'apprécie beaucoup, c'est que malgré le charme qu'elle dégage et l'attirance qu'elle provoque sur son personnage, elle finit pas avec lui, il tombe pas dans cette facilité-là, lui met même un bon poing dans la gueule quand il essaie de l'embrasser à son corps défendant. Je trouve ça assez rigolo. Mais tout le propos du film, c'est de montrer aussi que Luigi, donc Edouard Baird, est génial en fait. C'est qu'importe toutes les conneries qu'il peut faire, qu'importe le fait qu'il laisse tout le monde en plan, finalement, il est génial, et c'est ça le propos du film. Est-ce que le comique d'Edouard Baird, c'est pas justement ça, une espèce d'humour troupier où il dirige quand même une troupe, mais c'est pas lui au centre de l'affaire, il a besoin de toute l'attention de la troupe, c'est pas ça son style? Je pense qu'il s'en sort très bien sans sa troupe dans des scènes où il n'y a pas forcément tous les personnages autour de lui, mais c'est clair que quand tu vas voir, enfin moi en tout cas la chose qui m'a le plus plu dans ce film-là, outre le fait de revoir Edouard Baird, je me suis rendu compte juste avant d'enregistrer l'émission que je l'avais pas vu en salle sur grand écran depuis deux films extrêmement douloureux à voir, à savoir Turf de Fabien Antoniente et Astérix 4 de Laurent Tirard au service de Sa Majesté. Deux films que j'en ai détesté un plus que l'autre, hein, c'est celui avec les chevaux et Alain Chabat, mais qui étaient quand même deux films assez mauvais, et donc là ça fait donc plus de 3 ans, et c'est vrai que le fait de revoir Baird dans un rôle qui est extrêmement proche de sa personne, hein, de lui-même, pour moi c'est presque le marketing, pas j'allais dire la Libye marketing, c'est pas du tout le bon terme, mais en tout cas c'est la qualité principale du film pour moi, c'est-à-dire que ça me permet t'as l'impression de finalement faire une sorte de, comme les high school reunions, tu sais, quand tu vas voir tes camarades que t'as pas vu depuis des années, tu viens quoi, tu fais quoi, là on sait que depuis 1 an il se passe un truc autour d'Edouard Baird, il revient chez Nova où il fait la matinale, qu'à titre personnel j'écoute pas parce qu'il y a trop de pubs, mais il paraît que c'est très bien. T'as une version compilée en podcast de 20 minutes si tu veux. Vrai, ouais, vraiment. Ah bah oui, 20 minutes qui doit durer 1h30 avec la pub du coup à l'antenne. C'est Marocco. Ok, mais bon, je me rappelle même plus vraiment de ta question pour être tout à fait honnête. Je pense qu'on va parler de Baird et de bande. Google. Eh ben Google, singe, dresseur, urgence, dépannage. À quoi ce soir? Un cocktail? Une avant-première? Je peux venir avec toi? Le singe, tu peux te le foutre au cul. Jean-Michel Lamy. Toi, t'es fan de Jean-Michel Lamy? Je l'aime bien. Virginie, qu'est-ce qui te parle dans toute cette troupe? Est-ce que c'est Galabru? Est-ce que c'est Atman Khelif? Est-ce que c'est... En fait, moi, ce qui me parle, c'est... Est-ce que c'est Gilles Gaston Dreyfus qui n'est pas dans le film? En fait, ce qui me parle, c'est le décor. D'une certaine manière, c'est vraiment ce côté effectivement traversée de Paris. Je trouve qu'il y a peu de motifs aussi attachants que l'errance dans une grande ville la nuit. Et le fait qu'il aille un peu de part et d'autre avec Sabrina Ouazani ou sans, à la recherche de trucs qui peuvent ressembler à des MacGuffin mais qui en sont plus au bout d'un moment, parce que on va chercher un singe, on perd le singe, un moment je dois m'occuper du bébé, j'ai perdu le bébé, enfin des trucs comme ça, sans trop en raconter. Je trouve ça assez charmant en fait comme motif. Donc moi c'est ça qui m'a le plus parlé en fait, je pense, dans le film, ce côté un petit peu halluciné par moment. Bon alors après,
j'ai vu le film à la séance de 22h après une journée épouvantablement longue. Donc moi-même, j'étais un peu dans un état de semi-veille, semi-sommeil. Donc je pense que j'étais dans les meilleures conditions pour une comédie. J'étais dans les meilleures conditions pour voir ce film. Il y a un moment où il y a une espèce de mec chelou qui vend des roses qu'on revoit à d'autres moments. À tout moment, moi, je m'attendais à ce qu'on me dise qui a tué Laura Palmer et qu'on était dans la Red Lodge. Et c'était très très bizarre. Et donc il y avait ces espèces de moments hallucinés qui, je trouve, vont hyper bien avec la personnalité d'Edouard Baird, et donc du coup je trouve que ça a créé une espèce de tout assez vraiment attachant, et voilà, donc ça m'a parlé. Et l'autre truc qui me parle beaucoup, c'est en fait la beauté des personnages, en fait, parce que on voit le regard que lui porte sur eux, enfin notamment Audrey Tautou. Je l'ai trouvé sublime dans le film, en fait. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, alors qu'en général je ne sais pas, quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle joue bien, mais elle est assez dans la retenue, en fait, hein. Elle est dans la retenue, mais je trouve qu'elle était nickel, en fait. Pour moi, je l'ai trouvé vraiment très efficace dans ce rôle-là, en fait. J'ai vu Alex froncer les sourcils. Non, j'ai froncé les sourcils parce qu'en fait, moi aussi, j'ai un peu de mal en général avec Audrey Tautou, et c'est vrai que dans le film, c'est toujours sur un fil. Par moments, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'elle est assez impeccable. Il y a d'autres moments, bon, c'est pas, j'ai pas vraiment d'argument extrêmement cohérent à déclarer, mais c'était toujours entre l'insupportable et ok, je t'aime bien. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est ce côté, bon, c'est lié à l'amour de l'humour absurde d'Edouard Baird, mais contrairement à la plupart des comédies françaises qui peuvent être extrêmement bavardes, et pas seulement bavardes au sens accumulation de dialogue, mais bavardes au sens où c'est les répliques qui font avancer l'action. Là, en fait, le film est très bavard parce que le personnage de Luigi d'Edouard Baird parle beaucoup et est très volubile, mais c'est pas comme ça que l'action marche. L'action, elle marche, c'est les longs plans séquences de déambulation, etc. Il y a pratiquement pas de scène plan avec chant contre chant à la comédie française habituelle. Et moi, je trouve que les dialogues les plus drôles sont justement des dialogues qui viennent de nulle part. Genre, j'avoue que la scène qui m'a fait le dialogue qui m'a fait le plus rire du film, si ça se trouve il a été improvisé sur le tournage, j'en sais rien, mais c'est quand il frappe à la porte de la caravane de Jean-Michel Lamy, justement, le personnage de dresseur du singe. L'autre lui fait mais c'est qui, et là Edouard Baird change sa voix, il fait c'est mamie. ça tombe de nulle part, ça vient de nulle part, et ça m'a fait mourir de rire. Et pareil, cette économie d'explication, en général les films français vont te résumer, te rappeler les enjeux, tout expliciter, etc. Et là il y a des trucs dans le film qui ne sont volontairement pas explicités. Alors parfois c'est par goût de l'absurde, genre le personnage de Marcel, le régisseur qui s'avère être un polygame avec plein de femmes africaines à Montreuil. Et je précise que le personnage est blanc, hein. Donc du coup ça tombe comme ça, pouf, et à aucun moment on nous explique ni pourquoi ni comment, d'où ça vient, et ça passe très bien. Ça peut être, on va dire, peut-être qualifié d'humour absurde, mais parfois c'est plus dans le drama, pratiquement, avec la famille d'Edouard Baird, où on voit à un moment ces deux gamines, une pré-ado et une ado, on voit jamais leur mère, on sait juste que Edouard Baird il atterrit comme ça après sa nuit d'errance, comme une petite étape, et après il repart, et pareil, on s'appesantit pas dessus, il y a quelques échanges comme ça. Donc cette façon-là dont les dialogues se focalisent juste sur le bavardage d'Edouard Baird, mais sans nous bourrer la gueule d'explications ou de justifications, c'est une des choses les plus appréciables, je pense, de la nuit. Moi, je vais vous dire un truc. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, c'est ma première réflexion, c'est bon sang, Edouard Baird a enfin fini un film, parce que tous ses films précédents, c'était des suggestions sketch, et je pense à La Bostella, mais aussi à À quoi bon. À quoi bon est un film qui s'arrête littéralement à 30 minutes du début. Tout d'un coup, les acteurs comprennent qu'ils sont dans un film, et le film devient tout autre. Et là, j'ai senti que ça y est, il est allé jusqu'au bout de l'écriture. Et après, maintenant, le truc, c'est que j'ai du mal à déceler quelles sont les parts d'impro. Est-ce que toi, ça te parle, ce côté un peu brouillon, un peu farfelu, et est-ce que Virginie, toi, est-ce que le truc un peu égo-tripant de est-ce que toutes les vannes tournent autour de la personnalité d'Edouard Baird, hein. De toute façon, en fait, j'ai du mal. Je me suis posé la question pendant le film, qui improvise et qui n'improvise pas, parce que clairement le film il est hyper écrit, moi je pense, mais je pense qu'il est hyper écrit, avec en même temps. Moi j'ai l'impression sur au moins tout le déroulement, et puis peut-être les dialogues des autres un petit peu, mais que lui il sait ménager des plages de bon là je vais être en roue libre et je fais un peu ce que je veux, et le côté égo-tripant est effectivement assez marqué par ce que tu disais sur le fait que on est vraiment, la caméra elle est rivée sur lui, et en fait c'est lui qu'on suit, quoi. C'est lui, ou des fois
fois un autre personnage, mais on n'a pas trop de plans larges finalement. C'est vraiment Edouard Baird qui marche dans la rue, quoi, un petit peu. Donc ça renforce un peu ce côté égo-tripant, ça avec effectivement ces dialogues très impro, moi je sais pas, les monologues d'Edouard Baird, ça fait tout de suite penser aussi à son truc qu'il avait fait dans Astérix, dans le deuxième du coup, dans Mission Cléopâtre, où il était génial. Où il était génial et où il faisait en fait du Edouard Baird qu'on connaissait de Canal+, etc. Et donc là, il a fait ça sur 1h30 et en se faisant filmer, genre vraiment en plan resserré, quoi. Donc oui, il y a un côté clairement très égo-tripant. Et je pense aussi que le côté je vais pas donner d'explication, notamment effectivement ces deux filles où il en a jamais été question et où en plus on laisse entendre quand même à plusieurs moments qu'il en a un peu rien à faire de la vie des autres, etc. Et d'un coup en fait c'est un père de famille. Et on n'était pas au courant. Ça, c'est assez fort, je trouve, parce que jusqu'ici, c'était un type un peu désinvolte qui dit oui, bon, j'avoue, je suis un petit peu un connard, mais je suis quand même un mec bien. Et là, on voit qu'il y a un truc vraiment une vraie fêlure, un truc un peu mélancolique qui est assez chouette. Un père indigne en fait, presque. Un peu un père indigne, daddy issues, mais voilà, un truc assez mélancolique qui est assez chouette en fait, qui est assez nuancé, et je trouve ça vraiment appréciable sur le côté vraiment plus abouti. Sur ce que tu disais, il a enfin fini un film, il a aussi enfin abouti un petit peu son personnage, je pense. Oui, je suis d'accord, c'est clair, c'est évident que quand tu vois ces deux précédents films, donc La Bostella, celui d'Aquabon, il date de 2005, c'était son deuxième et dernier avant Ouvert la nuit, donc il a pas tourné pendant 12 ans. Et des gros fiascos en plus. Et ouais, qui n'ont pas été des films. Alors c'est des films qui n'ont pas coûté grand chose, enfin, surtout La Bostella c'est tourné en imitant DV, je crois. C'est l'histoire d'une bande de potes qui se retrouvent l'été pour préparer une émission de télé qu'ils vont faire à la rentrée, donc avec toute sa petite bande habituelle. Et c'est vrai que clairement, de ces trois films, Ouvert la nuit, le plus accessible, le plus traditionnel presque, on dirait. Alors ça fait presque gros mot parce qu'on pourrait le confondre avec le tout venant de la comédie française, mais disons que par rapport à ces deux efforts précédents, là, c'est pas une question d'assagi, mais c'est juste qu'il s'est rendu beaucoup plus accessible. En tout cas, le film, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Pour la petite histoire, avant de venir, j'ai voulu me revoir le trailer d'Aquabon, et donc je tape Aquabon dans YouTube, et une des premières réponses, recherches résultat de recherche que tu as, c'est le trailer, et c'est pas un Français qui l'a mis en ligne, et c'est un gars qui l'a titré Strange French Movie Trailer. Et il dit dans la description, je parle un petit peu français, il le dit en anglais, hein, je parle un petit peu français mais pas assez pour comprendre ce qui se passe, mais ça a l'air très bien. Parce que c'est vrai que c'est une bande-annonce complètement hallucinante, avec une espèce d'opéra chanté derrière par des personnages. Ça me donne envie de la revoir tout de suite. Là. Moi aussi. Et donc bref, donc c'est clairement par rapport à ces deux films précédents le plus accessible. Et voilà, je pense que est-ce que c'est certains vont peut-être avoir une espèce de nostalgie de la bizarrerie d'Aquabon, ou du côté vraiment délire improbable de la Bostella. Certains diront peut-être que c'est un peu comme si Quentin Dupieux, tu vois, il passait de ces films comme Rubber Réalité à un remake du Dîner de cons presque. Mais en fait, je pense que c'est une évolution assez logique. Je me rappelle plus exactement quel âge a Edouard Baird, mais je pense qu'il arrive tranquillement vers la... Il a plus de 50 ans. Voilà, j'allais dire qu'il arrive à la cinquantaine, mais c'était lui faire honneur. Il est de 66. Voilà, donc il a dépassé ses 50 ans. Mais en fait, ça me paraît être une évolution, somme toute, assez logique et respectable dans sa filmographie. Et j'espère que ça lui a donné le goût, parce que je suis pas sûr que les longues périodes d'attente entre ces trois films soient motivées par des difficultés à trouver des financements ou autre, parce que c'est quelqu'un, voilà. Non, c'est vraiment un flemmard, j'ai l'impression. Je pense que c'est il est un peu en dilettante, et puis je pense qu'il attend d'avoir des idées, etc. Et j'espère que ça plus les conneries qu'il fait en direct le matin sur Nova, j'espère que ça lui a remis un petit coup de boost. Alors faut pas oublier non plus qu'il a pas non plus glandé entre les rôles d'acteurs qu'il a fait dans d'autres films et surtout le théâtre, hein, Miam Miam, Le Grand Mezzé, etc. Il a pas chômé, mais j'espère que ça lui a donné un appétit, de s'y remettre et de proposer d'autres trucs, peut-être des formats même télévisuels. Moi j'adorerais, on a vu ce que ça donnait avec Éric Judor sur Canal avec Platane. J'adorerais avoir une série faite par Edouard Baird. Ça pourrait être un concept. Ouais. Genre tu traverses un arrondissement par épisode. C'est ça. Bon bah écoutez les gars, là je crois qu'on est en 3 oui là. Hein. Ah oui. Ouais, on est 3 oui, donc oui. C'est la première fois que ça nous arrive là dans l'émission. Il fallait. Et bon, heureusement que ça tombe sur Baird.
Normalement, c'est l'étape des recos. Et là, je vais juste exceptionnellement recommander quelque chose. Mais vas-y, C'est permets-toi. essayer de trouver dans l'INA. Je cherche en fait un extrait de nulle part ailleurs. En fait, il était avec Ariel Wiesman à l'époque et il présentait Cannes. Tu sais, à l'époque où Canal+ se déplaçait en masse pour présenter le festival de Cannes. Maintenant, ils sont sur Periscope, je crois. Et il y a un truc, il y avait une scène absolument hallucinante et j'aimerais tellement la revoir. C'est Edouard Baird qui est entouré de plein de mannequins suédois. Enfin, tu vois, vraiment de très belles femmes. Et il est en train de leur dire, mais vraiment avec son plus, genre, je pense qu'il est en total roue libre et il leur dit, vous savez quoi, moi je pense que vraiment Philippe Séguin c'est un peu le nouvel espoir du RPR, tu vois. Et les filles qui le regardent mais comme des poules qui ont trouvé un couteau. J'aimerais tellement retrouver cette scène, donc si quelqu'un la retrouve. Virginie, quelle est ta recommandation? Alors ça n'a rien à voir avec Philippe Séguin ni mais avec les années 90 un petit peu, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a peu de motifs au cinéma que je trouve aussi poétiques que L'Errance la nuit. Donc en fait, je vais recommander une comédie romantique, à savoir Before Sunrise, où on a Julie Delpy et Itano qui errent dans Vienne la nuit, sur toute une nuit. Là aussi, on a la même unité de temps de marcher dans une grande ville la nuit et de se découvrir et de savoir un petit peu plus qui on est, ce que fait un petit peu Edouard Baird toute la nuit dans Ouvert la nuit, mais là sur un autre registre très différent. Donc film de Richard Linklater qui est un très beau film sur l'errance la nuit. Un classico même. Un classique sur une belle ville la nuit. Voilà. Et toi, Alors, c'est beau une ville la nuit pour toi? Si, c'est aussi une histoire de ville la nuit, mais en un peu plus frappé, peut-être un peu moins romantique, mais il y a de la romance dedans. Non, c'est la comédie française de Grégoire Moulin contre l'humanité, film sorti en 2001, et d'Artus de Pingarde, feu Artus de Pingarde, malheureusement il nous a quittés en 2013. Quelle géniale comédie. Un an après avoir fait la clinique de l'amour, qui était un peu moins bien, mais avec des scènes rigolotes quand même. Et Grégoire Moulin contre l'humanité, voilà, c'est après une mise en situation où on apprend sa jeunesse, etc. C'est un petit breton qui arrive à Paris et l'action du film, la majeure partie du film se passe le temps d'une nuit dans Paris, une nuit très agitée où il a rendez-vous avec une fille dont il a volé le portefeuille pour trouver une excuse pour l'aborder dans la rue, etc. Bref, il a ce rendez-vous galant prévu dans un bar. Il y a un match de foot avec une petite équipe nationale contre une grande qui se passe dans Paris. Il y a des supporters déchaînés. Il lui arrive plein de péripéties, c'est complètement absurde. C'est très Terry Gilliamesque dans la réalisation, c'est hyper inventif et frappé. Il y a une scène de bal costumé, enfin de soirée déguisée avec un personnage d'Adolf Hitler qui danse, ce qui me fait toujours rire. Donc Grégoire Moulin contre l'humanité, excellent film. Et je pense qu'il n'est pas uniquement culte en France. Là encore, en essayant de chercher des bandes-annonces dans Google, je suis tombé sur Grégoire contra todos. Il est traduit en espagnol. Enfin, il y a plein de gens dans d'autres pays. Dès qu'il y a des comédies avec des nazis, tu sais, il y a toujours un public pour ça. Merci à l'élégant Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast et SoundCloud, etc. Donc merci de vous abonner, laissez des commentaires, laissez des petites étoiles comme vous voulez. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Il a déjà tes yeux. À bientôt. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.